Bonjour Emmanuel. Bonjour Bérangère. Merci beaucoup vraiment d'avoir accepté mon invitation à l'occasion du podcaston 2026. Je tenais vraiment à ce que tu nous parles de ton association Toc en Stock, que tu nous parles de tes objectifs. Et puis je voulais aussi mettre en lumière le mental de gens comme toi qui s'engagent dans l'aide alimentaire. C'est vrai que j'ai l'habitude d'interviewer des agriculteurs, des chefs, des chocolatiers, des brasseurs. Mais tous ceux qui nous nourrissent, c'est aussi les gens qui s'engagent contre l'injustice alimentaire et contre la précarité alimentaire. Alors, dis-moi Emmanuel, à quelle heure tu te lèves le matin ? Je me réveille entre 7h et 8h et j'essaye de me réveiller sans réveil. Spontanément, ça veut dire que j'ai assez dormi. Et est-ce que tu te sens fatiguée ? Des fois oui, des fois non. C'est-à-dire ? Ça dépend des journées de la veille, parce qu'on a une activité parfois intense et on peut avoir des très longues journées avec en effet des stations debout et avec des fois une hydratation insuffisante. Pourtant, on est d'anciennes infirmières, on est assez vigilantes là-dessus, mais c'est vrai que dans tous les métiers de bouche, on ne s'hydrate pas assez, on ne boit pas assez et du coup ça accentue la fatigue le lendemain. En tout cas, ça fait des douleurs ostéo-articulaires qu'on n'a pas si on boit suffisamment. Parce que quoi, trop de boulot finalement, tu passes entre deux tâches à faire et t'as pas le temps de... On oublie. Ouais. On oublie, on grignote 2-3 choses, on goûte, on teste, la petite cuillère de soupe, ça nous a hydraté 5 minutes, on oublie la gourde qu'on a posée dans un coin et à la fin de la journée on s'aperçoit qu'on n'a pas descendu la gourde de 0,5 litres qu'on aurait dû boire largement dans la journée et voilà. Et du coup ça accentue la fatigue post-journée. Le lendemain matin je le sens et je sais que c'est un signe qu'on n'a pas assez bu la veille. Donc on est assez vigilantes les unes avec les autres. En tant que présidente, est-ce que tu es présidente ? Ah non, je ne suis pas présidente, moi je suis directrice. Voilà. Actuellement, la présidente, c'est une de mes sœurs. Ah d'accord, c'est vrai qu'on n'en avait pas encore parlé. Ouais. En tant que directrice de l'association Toc en Stock, qu'est-ce qui est le plus fatigant au quotidien à gérer ? Tant physiquement d'ailleurs que mentalement. C'est le cumul des fonctions. C'est-à-dire que je me suis toujours fait une priorité du terrain. J'ai toujours ragé contre les associations qui perdent beaucoup d'argent sur le fonctionnement et au détriment de l'action. Donc j'ai beaucoup d'actions quotidiennes sur le terrain avec mon équipe, mais ça n'enlève pas la partie administrative qui est vraiment très importante dans le cadre de cette direction. C'est la première fois que je suis directrice d'une association. Et en termes de recherche de financement, dossier administratif, gestion des dépenses, on va dire relations partenariales, travail de réseau, vie associative avec les bénévoles. Voilà, donc je peux avoir fait passer la journée en cuisine et avoir fait des colis dans les hôtels, mais le soir j'ai l'appel à projet qu'il faut rendre à l'ultime minute, 23h59, et ça c'est plusieurs fois par an, et ça c'est un petit coup de stress. Ceci dit, c'est rentable puisque ça permet de nous payer nos salaires. C'est frustrant aussi, je me demandais, le fait de ne pas pouvoir consacrer 100% de son temps aux gens qu'on a envie d'aider. Oui, mais c'est réaliste parce que personne ne consacre 100% de son temps aux gens qu'on a envie d'aider, donc non, ça j'ai pas le leur de. Alors poursuivons. Est-ce que tu peux nous présenter Toc en Stock, ses objectifs et puis les actions où tu nous parlais justement des colis notamment ? Alors, les textes statutaires, donc c'est une association que j'ai fondée avec mes sœurs. Donc j'ai une sœur qui est présidente, une autre qui est secrétaire et dès le départ, elles ont voulu me soutenir sur ce projet qui est de lutter contre l'injustice alimentaire liée à la précarité sociale. Et donc l'association propose d'animer des ateliers cuisine santé avec des professionnels de santé, que ce soit des infirmières ou des diététiciennes ponctuellement, pour accompagner tous les publics en fragilité, que ce soit les familles monoparentales à l'hôtel, les enfants sans hébergement d'urgence, les personnes seniors détenues en prison, les gens à la rue avec des usages de drogue non maîtrisés, les femmes victimes de violences sexuelles et domestiques. Voilà, on s'adresse, comme tu vois, à tout type de public en situation de grande fragilité. Comment les accompagner vers une meilleure santé alimentaire, tout
tout en respectant ce qu'on appelle le PNNS, donc le Programme National Nutrition Santé, celui que tout le monde entend depuis des années nous dire manger 5 fruits et légumes par jour. Ceci dit, on a beau l'entendre, c'est pas pour ça qu'on le fait. Et on a beau le dire, et c'est pas pour ça qu'il est appliqué. Et la limite de ce message de santé alimentaire, c'est le pouvoir d'achat. C'est oui, je veux bien manger des fruits et légumes bio, de surcroît, pour améliorer ma santé, celle de ma famille, celle de mes enfants, ou ma vie tout simplement, ou retarder le développement d'une maladie métabolique, sauf que j'ai pas les moyens, qu'aujourd'hui c'est très cher. Donc l'idée c'est d'être cohérent avec le message que l'on essaie de transmettre pour ces publics précaires et de, en même temps que l'on essaye de transmettre ce message et de le métaboliser, c'est proposer les produits à consommer. Donc l'idée c'est que sur chaque atelier cuisine, il y ait une thématique qui soit un reflet de ce programme. Ça peut être un atelier sur le sucre, sur le sel, sur les gras, sur le Nutri-Score qui nous aide beaucoup, entre autres avec les publics allophones et analphabètes, parce que c'est un visuel qui est facilement reconnaissable et on sait que c'est un outil de choix vraiment très précieux, même s'il n'a pas été mis de manière obligatoire, malheureusement, ce qu'on déplore. Donc tous ces ateliers, ils ont une thématique et ils nous permettent de transmettre le message en cuisinant. Donc c'est ça l'idée, c'est que ne pas être descendante, provoquer une discussion sur un thème de santé alimentaire et ensuite réaliser un repas entrée plat ou plat dessert avec les participants aux ateliers. Donc comme je te le dis, un peu tous les publics auxquels on s'adresse en situation de fragilité. On travaille aussi pas mal avec les seniors, entre autres avec les petits frères des pauvres, dont je suis une ancienne salariée, j'étais cadre de santé pendant des années. Je t'en reparlerai dans la fondation du projet qui vient un petit peu de cette expérience-là. Les gens, je pense, vont se dire c'est super chouette de faire un atelier cuisine, apporter justement des repères nutritionnels pour. C'est pas parce que justement on galère dans la vie qu'on doit manger mal. C'est la double peine. Je pense que la première question, c'est que les gens vont se dire mais est-ce que les gens que tu aides déjà peuvent se nourrir déjà assez? En quantité, tu veux dire? Oui. Il y a beaucoup de sources il y a beaucoup de lieux de distribution, en tout cas à Paris. C'est toujours insuffisant, il y a toujours de la recherche de financement en cours. Là actuellement, alors les Restos du Cœur font un énorme travail en termes de quantitatif, si c'est ça la question. Nous c'est vrai qu'on travaille un peu plus finement sur le qualitatif et on est beaucoup plus sur le produit bio de saison en circuit court. Et l'idée c'est d'accompagner vers une alimentation durable, biologique et saine, ce qui n'est pas facile, ce qui est cher et ce qui nécessite des recherches de financement permanentes. Donc on a une chance folle, c'est que le Covid, on va dire que ça a été une chance, a permis de révéler qu'il y avait énormément de personnes, en tout cas en hébergement précaire, qui ne mangeaient pas leur faim et qui n'avaient pas accès à une alimentation saine de qualité. Donc l'État s'est positionné et dans le cadre du plan de France Relance, il y a eu un appel à projet pour améliorer la santé alimentaire des familles hébergées en hôtel, entre autres au SAMU social de Paris. Ce sont à peu près 60 000 personnes quand même, SAMU social de Paris, dont la moitié sont des enfants. Une grande, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je me demande si c'est pas 7 000 de moins de 3 ans. Donc c'est très inquiétant. Ce ne sont pas des personnes qui ont accès à forcément une cuisine. Du coup, ce programme, dans le cadre de France Relance, a permis l'ouverture de cuisines partagées, où ces familles, même si elles sont dans un hôtel où il y a juste une plaque pour tout le monde et juste un frigo, peuvent aller sur un lieu, comme ici d'ailleurs à la maison Bakita, pour cuisiner, préparer des repas pour leur famille pour la semaine. Et également, il y a eu un financement important, qui est toujours actuel, de la mairie de Paris, pour améliorer la santé alimentaire des Parisiens. Donc on a 2 programmes là-dessus, donc essentiellement sur l'aide alimentaire. C'est un programme qui finance un programme qui s'appelle Fruits et légumes. Alors je sais qu'ils étaient en train de chercher un nouveau nom, de la Fondation de l'Armée du Salut, et qui permet de fournir à, je crois, plus de 20, j'ai plus le chiffre en tête précisément, de nombreuses associations qui sont dans le cadre de l'aide alimentaire, qui sont ou sur des cuisines partagées, ou sur des ateliers cuisine, ou sur de la distribution de produits, de financer des produits bio en circuit court, frais. Donc c'est fruits, légumes, on a des œufs également. Dernièrement, il y avait aussi de l'épicerie sèche, des légumineuses et des huiles première pression à froid. Donc vraiment des produits de qualité. Et ça nous permet et de nourrir nos ateliers et de nourrir évidemment les bénéficiaires. Et ça nous permet aussi de... L'idée de nos ateliers, c'est de
permettre à un public qui n'y a pas forcément accès ou qui vient souvent d'ailleurs, hein, on s'adresse quand même à un public exilé pour la plupart, si on est quand même une maison d'accueil pour les exilés, hein, un accueil sans condition, de découvrir les légumes du pays où ils ont décidé de venir vivre. C'est-à-dire que en hiver c'est pas facile, on est avec des légumes racines qu'on n'a jamais vus, on ne sait pas le goût qu'ils ont, et de la même manière, moi je ne sais cuisiner ni le manioc, ni des produits, ni la feuille de manioc, voilà. Je veux dire, chaque produit est un apprentissage. Typiquement, ils viennent de quel pays, pardon? Afrique ou Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, un peu Afrique de l'Est, Europe de l'Est aussi, sur les hôtels du SAMU social, mais en grande majorité Maghreb aussi, et un tout petit peu Amérique du Sud. Et l'idée finalement, c'est de mélanger les cultures, voilà, c'est de ne pas opposer. Tu me disais de pas non plus dire c'est comme ça qu'on mange et c'est pas autrement pour pouvoir manger sainement. C'est mélanger tout ce qu'on sait dans chacune des cuisines. C'est ça. L'idée de Toc en Stock, c'est qu'on n'est pas des sachantes. Il n'y a pas nous qu'avant la toc. D'ailleurs, on a une toc qu'on amène sur les ateliers, qu'on passe, qui est le chef, qui veut être le chef la prochaine fois, et la toc se passe de l'un à l'autre. Voilà les produits de la saison, voilà les produits du jour, voilà ce qu'on a à disposition. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, comment on pouvait les faire, voilà nous ce qu'on peut proposer, qu'est-ce que vous pouvez proposer, qu'est-ce que vous avez envie de faire la prochaine fois. Voilà, l'idée c'est de valoriser les savoirs et en même temps de faire je veux dire, un petit voyage gustatif avec des produits bio en circuit court. Alors l'hiver c'est plus rude, hein, on est avec des radis en couleur, des courges pour toutes les tronches, mais c'est hyper rigolo parce que du coup ça devient créatif, ça devient c'est riche en découvertes de la part des uns et des autres. Et l'idée c'est que sur chaque atelier, non seulement on a développé un thème du programme national nutrition santé, on a fait 1 ou 2 recettes avec des produits de saison que l'on amène, et à la fin de l'atelier, l'idée c'est d'avoir un panier avec des produits bruts qu'on a cuisinés. Donc l'idée c'est faire et refaire. Comment je peux m'approprier ce légume, essentiellement des fruits et légumes, hein, dans ce qu'on obtient de la Fondation de l'Armée du Salut. J'ai pu transformer ce légume moi-même, donc l'idée c'est réaliser toute la recette dans son entièreté, que chaque personne réalise sa propre recette, et repartir avec son plat cuisiné et le produit brut afin de s'approprier ces fameux légumes. L'idée c'est ça, augmenter la part de fruits et légumes les plus fragiles, parce qu'on sait en termes de qualité alimentaire que plus on est précaire, moins on a de fruits et légumes et de produits frais dans son assiette. Ah mais c'est bien, tu réponds en partie à ma prochaine question. Je voulais savoir pourquoi justement tu te concentrais finalement sur cette alimentation bio et locale, parce que c'est vrai que certaines mauvaises langues pourraient dire non mais déjà en fait on leur donne à manger, pourquoi se concentrer sur une autre thématique qui malheureusement on oppose souvent en fait, finalement faire du quantitatif au qualitatif comme tu disais. C'est rajouter du qualitatif au quantitatif en fait. Et en effet, comme je te l'ai dit juste avant, les études sont là, hein. Plus on est précaire et plus on va faire l'impasse sur ce produit qui en termes de satiété ne va pas te nourrir. Je veux dire, si tu as juste l'argent pour acheter la salade, les épinards ou le féculent et la viande ou la protéine, pas de gamme en tout cas, il y a l'un qui va te mettre à satiété, qui va te nourrir toi et tes enfants, donc la céréale et la viande, et le verre, tant pis, parce que c'est trop cher ça remplit pas. Donc l'impasse, elle est rapidement faite. Et en plus, avec l'inflation, on a une majoration des prix qui est juste folle en fait. Tu vas dans une boutique bio acheter des produits frais, c'est de moins en moins à la portée de tous. C'est ça, on a beaucoup parlé quand même de l'inflation du bio et aussi de la déconsommation du bio. Donc c'est vrai que entendre justement ton engagement là-dedans, c'est vrai que ça pourra étonner. C'est une nécessité. C'est une nécessité parce que, comme je te l'ai dit, le projet de Toc en Stock, c'est améliorer les centres alimentaires des plus fragiles. On est infirmière, on est soignante à la base, et l'idée c'est prévenir les maladies métaboliques évitables. Et on sait que prévenir ces fameuses maladies métaboliques, c'est le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Il faut végétaliser son assiette. Il faudrait qu'au moins un tiers de l'assiette ce soit des légumes cuits, crus, pour améliorer cette santé alimentaire. Parce que finalement, ça ne suffit pas d'avoir les restos du cœur, d'avoir à disposition les
moyen de donner des denrées en fait alimentaires, comme tu disais, finalement, les gens vont devoir choisir en fait ce qu'il y a de moins cher, ce qu'il y a de plus accessible, les conserves, tout ce qui est un petit peu plus sucré, plus gras. Alors, c'est ce qu'ils font. Ouais. C'est ce qu'ils font, et étonnamment, enfin c'est pas étonnant, hein, au tout début du projet, on s'est approché des épiceries sociales je crois que c'était le Secours Populaire, et la bénévole que j'ai eu au téléphone me dit vous tombez bien parce que nos produits frais ils sont bio, ils sont laissés de côté parce que les gens ne les connaissent pas. Ils les connaissent pas, c'est pas qu'ils n'en ont pas envie. Exactement. Ils ne les connaissent pas, c'est pas des produits issus du pays où ils sont nés, ils ne savent pas comment les cuisiner, ils ne savent pas le goût que ça a, leurs enfants n'en voudront pas. Pour avoir eu un enfant, si tu lui présentes des légumes qu'en plus il ne connaît pas, il y a peu de chances qu'il les mange. Donc c'est des produits qui malheureusement pourrissaient. Donc les premiers ateliers que j'ai proposés, entre autres au Secours Populaire, c'était ça. C'est qu'on va traiter ces légumes qui sont donnés gratuitement, mais qui ne sont pas utilisés pour cette raison-là. En fait, ils nécessitent un accompagnement et dégustatif et un accompagnement sur l'intérêt nutritionnel de les manger. De la pédagogie. C'est ça. Ça suffit pas de distribuer finalement de la nourriture. C'est ça. Ça nourrit pas complètement. Si, ça nourrit. Au sens premier. Ça nourrit. Mais c'est pas suffisant en termes de nutriments, en termes de vitamines. Voilà. Et quand même, on sait, selon la catégorie socio-professionnelle, l'espérance de vie n'est pas la même pour tout le monde. Je vais te reparler de comment ce projet m'est venu. C'est un constat de ça. Juste, on a parlé des ateliers santé, cuisine, Emmanuel. Il y a aussi les colis. Ah oui. C'est-à-dire que pour être cohérente, on ne peut pas dire aux gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat et qui sont dans des situations d'hébergement très précaires, manger plus de fruits et légumes bio. Donc l'idée, c'est de leur mettre à disposition justement ces produits de qualité en circuit court sur leur lieu de vie. Donc là, depuis 1 an, même 2, on fait des petits marchés dans les hôtels du SAMU social. Alors pas tous, je veux dire, on est une petite association, on n'est que 2,5 salariés, peut-être bientôt 3, je le souhaite en 2026, en tout cas ça a l'air de se projeter comme ça. Et donc on fait des petits marchés régulièrement dans ces hôtels avec, pour chaque famille, un panier de produits frais bio de manière hebdomadaire ou bimensuelle selon les lieux. Et c'est une petite partie. Et tu fais appel à un producteur, il me semble, dans le Val-de-Marne. Alors ça c'est un autre programme. Vous faites plein de choses. Ouais. Ça c'est les produits bio de Biocop qui sont distribués par l'Armée du Salut et financés par la mairie de Paris. Le producteur du Val-de-Marne dont tu parles, c'est Valbio, ils sont à Chenevière, et ça c'est un autre programme qu'on a monté avec la mairie de Paris qui souhaitait développer des expérimentations pour améliorer la santé alimentaire des Parisiens dans le cadre du plan d'alimentation durable. Et ils nous ont proposé de déposer une idée, ce qu'on a fait, et sur le modèle des ateliers que l'on fait dans les hôtels, sur les centres d'hébergement d'urgence, à la prison de la santé, dans les lieux d'accueil de jour, on leur a proposé de faire un petit peu le même principe, mais là, comme on n'est pas dans l'aide alimentaire et qu'on est dans ce qu'on appelle les QPV, quartiers prioritaires de la ville, de faire de la vente de paniers à prix libre. Donc c'est les habitants qui décident le prix du panier. Nous, on achète le prix juste aux producteurs, ces paniers sont subventionnés par la mairie de Paris, et c'est l'habitant qui décide le prix qu'il va mettre, entre 3 et 15 euros, prix juste pour le producteur. Donc l'idée, c'est que, en fonction de son pouvoir d'achat, en fonction de si c'est le début du mois, la fin du mois, le type de produit, la grosseur du panier, ce qu'il a dans la poche, ce qu'il aime, ce soit lui qui décide du prix, et ça marche très bien. On fait ça dans le 19e et dans le 18e, sur 2 quartiers que nous ont désignés la mairie de Paris. La phase expérimentale a eu lieu l'hiver 24-25, et ça a tellement bien marché que la mairie nous a refinancé pour une année. Là, on va jusqu'en juillet. Et l'idée, c'est que petit à petit, ce soit les habitants qui s'approprient le projet, que nous, on soit les porteuses de projet, et que ce soit eux qui fassent et la vente, et la réception des légumes, pourquoi pas à terme les ateliers entre habitants. L'idée, c'est aussi et surtout, sur tous ces ateliers, sur toutes ces rencontres, c'est créer du lien social. C'est-à-dire que ce qui est magique dans la cuisine et dans cuisiner ensemble, c'est pour moi l'outil universel de lien social. Ça marche, et ça marche à tous les coups, que ce soit les enfants, les personnes âgées, les personnes avec des troubles psychiques, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, ça marche toujours.
Ça marche toujours. Si ça sent bon et qu'il y a quelque chose à grignoter, ça marche toujours. Et nous, c'est un levier pour nous. Ça nous permet de rencontrer des gens et de faire passer notre message nutritionnel en même temps qu'on s'amuse, en même temps qu'on passe du temps ensemble, en même temps qu'on rencontre des gens, en même temps qu'on rompt sa solitude. Et c'est ça qui est hyper important. C'est ce qui se passe typiquement dans le 19e où tu as eu la gentillesse de m'accueillir pour la distribution justement de colis. C'est pas juste des distributions de colis, c'est que c'est un atelier alors là, c'est de la vente. De la vente, pardon, c'est que je dis distribution, pardon. Où vraiment ça se passe dans le cadre d'un atelier de cuisine où tout le monde met la main à la pâte. Ce jour-là, tout le monde épluchait des betteraves yoga, il y avait des poireaux, il y avait, je me souviens plus, il y avait beaucoup de choses. Vous faisiez un super jus hyper détox. En plus, ce jour-là, il faisait froid, il pleuvait. Enfin, c'était vraiment la petite boisson qui fait du bien. Vraiment, à cet endroit, j'ai senti énormément de chaleur humaine, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste, pardon pour les guillemets, de l'aide alimentaire, quoi. C'est assez fort, quoi. Alors là, on n'est pas tout à fait dans l'aide alimentaire, c'est plutôt de l'accès à des produits durables en circuit court dans les quartiers prioritaires. Donc mais moi, ce que je trouvais extraordinaire sur ce projet, et ça marche au-delà de nos prévisions, parce qu'on a vraiment lancé ça, sorti ça de notre chapeau sur une expérimentation de 4 mois, c'est que je le vois comme une grosse marmite où tous les habitants ont décidé de mettre un ingrédient dedans et ça marche. Et ça marche du tonnerre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au bout des 4 mois, ils nous ont dit ça va continuer. Ben, on leur a dit ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette marmite, dans ce projet pour que ça marche? Et tout à coup, il y a une mobilisation et ça marche vraiment bien. Vraiment bien. Et on est passé au départ de 30 paniers, 40 paniers, 50 paniers, on est à 70 paniers. Et en même temps qu'on vend les paniers, il y a un traitement culinaire des ingrédients du panier. Tiens, qu'est-ce que je peux faire avec? Ma voisine, elle fait ça, moi je fais ça. Et c'est tellement riche en informations qu'on s'est dit qu'on allait faire un carnet de recettes avec les habitants. Et donc on a une habitante qui est photographe, qui a commencé à prendre en photo les plats qu'on faisait ensemble. Et l'idée, c'est à terme avoir un recueil de recettes fait avec les habitants et Toc en Stock sur chacun des sites où on intervient pour ce programme qui s'appelle Toc Toc Panier, parce que Toc Toc, on vient à la porte, la toc, c'est celle du chef, et le panier, c'est celui que l'on vend et qu'on déguste sur place. Et aujourd'hui, on parle de ton mental dans Toqué. Voilà. Et nous, on est un peu Toc Toc en plus. Au final, toute aide confondue, tout dispositif confondu, c'est-à-dire les colis, les ateliers santé cuisine, est-ce que tu as une idée du nombre de bénéficiaires que tu as aidé, accompagné depuis le début de Toc en Stock? Depuis le début, je ne sais pas. Je peux te donner les chiffres de l'année dernière. On est à peu près à 1000 participations par an. Ça fait, comme les personnes reviennent plusieurs fois, on compte entre 350 et 400 personnes par an. En termes de tonnes de légumes, fruits et légumes distribués, on est à plus de 4 tonnes cette année. Je crois qu'on est à 4 tonnes 5, c'est pas mal. Surtout quand on voit le peu de salariés. Après, je dis peu de salariés, on a une douzaine de bénévoles qui sont très investis, qui sont issus du médico-social pour la plupart, d'anciennes infirmières, médecins, éduques, on a une super team. On est des femmes pour la plupart d'entre nous, mais on a un chef bénévole aussi qui est avec nous, Carmino, que je veux citer parce qu'il nous soutient vraiment beaucoup. Voilà, et en nombre d'ateliers, on a plus d'une centaine par an. On en fait en moyenne 3 à 4 par semaine. Les gens doivent s'inscrire? Alors, l'avantage d'être nomade et d'aller vers, parce que c'est ça qu'on pratique, c'est-à-dire qu'on va au-devant des personnes qui ne se déplacent pas forcément parce qu'ils n'ont ou pas la carte Navigo, ou pas de moyens, ou pas la connaissance d'eux, ou pas la langue. Et on a aussi ça comme difficulté pour aller rejoindre un point pour aller faire un atelier cuisine. Donc on se déplace, on a une petite camionnette. Et pourquoi je te dis ça? J'ai perdu le début de la phrase. Finalement, les ateliers cuisine, combien vous êtes et comment finalement ça se déroule? Comment s'inscrit? En fait, ce sont les sur site, ce sont les équipes sur site qui inscrivent les personnes ou qui passent. Les équipes sur site, c'est-à-dire? Alors, par exemple, si on va au Palais de la Femme, on accroche les affiches. Si on va au SAMU social, on a informé le resident manager qui a été sollicité les dames. Des fois, il peut y avoir de la voie d'affichage.
Il y a eu du porte-à-porte également dans les hôtels pour expliquer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait avec nos tabliers, on sert à quoi. Et justement, elles sont curieuses, elles ont envie d'apprendre. Écoute, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, il y a 15 jours, on a fait une réunion dans un nouvel hôtel où on va commencer en janvier. Et on a demandé donc au résident manager et à la responsable de cette chaîne d'hôtel, c'est la résidence sociale, ça s'appelle, de solliciter les dames pour leur expliquer ce qu'on allait faire, qu'on n'arrive pas comme ça comme des cheveux sur la soupe, c'est le cas de le dire. Et en fait, elles viennent, elles sont un petit peu méfiantes. On leur explique, une fois qu'on aura mis un tablier, on sera plus ou des infirmières ou des habitantes de cet hôtel, on sera toutes des cuisinières. Méfiantes de quoi? Qu'est-ce qu'on vient faire? Pourquoi on apporte des légumes? C'est quoi notre intérêt? Est-ce que ça va leur coûter de l'argent? Qu'est-ce qu'elles ont à faire là-dedans? Pourquoi là? Donc on vient les rassurer, on vient leur dire qu'on est infirmière, ça c'est un levier, du coup on nous croit. Qu'on vient peut-être pour les accompagner à améliorer peut-être leur santé, à répondre à leurs questions sur la santé alimentaire, peut-être à leur donner des réponses un peu plus vérifiées que TikTok ou les réseaux, que non, il n'y a pas d'aliment magique qui soigne toutes les maladies du monde, et que c'est sous forme de discussion. Et du coup, on a eu quand même 8 dames, des enfants qui voulaient venir cuisiner tout de suite. Et maintenant, après, il faut entretenir cette mobilisation. C'est ça qui demande du temps, qui demande de la persévérance et qui demande aussi de l'énergie. Beaucoup d'énergie. La question qui revient le plus souvent, justement, pendant ces ateliers je ne sais pas s'il y a une question qui revient le plus souvent ou la réalisation d'usages qu'on avait tous les jours et qu'on s'aperçoit tout à coup qu'ils étaient toxiques. Entre autres la surconsommation de sucre. Ouais. On fait des petits jeux pédagogiques assez ludiques, un peu comme Jimmy Mohamed. C'est-à-dire on prend une balance et on décode les étiquettes d'aliments ultra transformés ou de consommation courante et on pèse le nombre de morceaux de sucre auxquels ça correspond. Et là, il y a quand même on voit des flashs sur les participants en disant je consomme tout ça comme sucre dans ma journée. Et vraiment, là, on sent qu'il y a un début de démarche personnelle. Parce que l'idée, c'est qu'on ne fait que passer. On leur donne des outils de compréhension, on leur donne des lieux de référence, on leur donne des fiches pédagogiques qui sont en FALC. Tu connais le FALC? Non. Le FALC, c'est facile à lire, facile à comprendre. Donc avec des dessins, si on ne parle pas forcément le français ou qu'on ne lit pas forcément le français, ça permet d'avoir 5 informations un peu essentielles sur un thème donné. Donc 5 points à retenir sur le sucre, 5 points à retenir sur le gras. On a essayé de simplifier au mieux et de s'adresser au plus grand nombre avec des petites fiches pédagogiques. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de les retrouver sur les frigos des dames dans les chambres d'hôtel, tu vois. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que les enfants regardent, qui peut être revu, qui peut être rappelé. Peut-être que j'ai fait la même chose avec les sodas. Voilà, ce soda, ça fait tant de morceaux de sucre. Ah ben l'eau, c'est bizarre, ça fait 0 morceau de sucre, en plus c'est pas cher. Voilà, des petits trucs visuels qui permettent de s'adresser à tous et peut-être d'entraîner un début de réflexion par rapport à ses propres consommations qu'on avait l'habitude de faire, peut-être des fois depuis toujours, et dont on n'avait pas réalisé la toxicité en fait. Depuis tout à l'heure, Emmanuelle, tu nous parles aussi des hôtels sociaux. Je pense que peu de gens savent vraiment à quoi ça correspond. Alors, il n'y a pas de petit déjeuner, on ne change pas les draps tous les jours, voilà. Ça c'est sûr. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le médico-social. Dans les années 90, j'étais infirmière au service social de Paris. Et il y a une amélioration du parc social où on accueille les personnes à la rue. Donc, quand on fait le 115, en fait, il y a un service derrière qui oriente les personnes vers des hôtels. Et avant, dans les années 90, on remettait tous les jours les mêmes personnes dans des hôtels différents. Ça a changé, ça a beaucoup changé, la migration a changé. Avant, on avait beaucoup des hommes seuls, maintenant, on a de plus en plus de familles et de femmes enceintes et de petits-enfants. Et les hébergements sont plus longs et je crois... alors, il faudrait vérifier les chiffres avec le service social, mais autant avant, c'était 1 ou 2 ans en hôtel avant de trouver une porte de sortie, un CADA, peut-être une appropriation des papiers légaux pour avoir accéder au logement social. Maintenant, les durées de séjour sont de 4 à 5 ans, des fois plus. Et du coup, les enfants sont scolarisés. Du coup, c'est plus un hôtel, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie, mais c'est une chambre, ça reste une chambre. Alors si la famille est nombreuse, il peut y avoir 2 chambres, mais souvent c'est une seule chambre.
Et une chambre où on a aussi toute sa vie dedans. La grosse valise, les jouets de l'enfant, tous les habits que l'on a. Et malgré tout, l'enfant est scolarisé. Donc les mamans ont un rythme, le matin elles vont à l'école, le soir elles retournent à l'école chercher les enfants. Il y a maintenant un service au SAMU social qui s'appelle le service Delta, qui est très efficace et qui impose aux hôteliers d'avoir un lieu où on peut avoir un endroit où on peut réchauffer un repas, où on peut cuisiner, ou un four. J'allais te demander quelle est la place de la cuisine justement dans ces logements. Alors ça dépend des hôtels. Ça peut être juste une plaque qui est coincée entre la loge du gardien et l'entrée de l'immeuble, avec un évier à partager entre plusieurs étages, plus ou moins salubres, hein, parce qu'on est des fois dans des lieux pas très propres, avec des nuisibles et des parasites, et d'autres qui sont très bien, et où il y a vraiment une réflexion et une mobilisation. Entre autres, on a un bailleur d'hôtel, alors je ne sais pas si on dit un bailleur, je ne sais pas comment ça s'appelle, les termes des hôtels, Réside Social, qui eux vraiment mettent l'accent sur agrandir le lieu où on peut faire la cuisine, avec plusieurs postes de cuisson, avec une hotte, avec un four, un espace peut-être pour manger, une laverie, un lieu où on met les poussettes, parce qu'il y a des hôtels où il n'y a même pas ça. C'est pas des hôtels souvent avec des ascenseurs non plus. Il faut imaginer la maman qui a plusieurs enfants, la poussette, les packs d'eau, juste un petit lavabo et des fois une douche partagée sur le palier, et des fois la douche qui n'est pas au même étage, et des fois une toilette avec une clé où on est obligé de redescendre pour remonter, chercher ses affaires. Enfin, c'est très pénible. Pardon pour la question Emmanuel, mais du coup, ce qu'elles apprennent justement durant les ateliers de cuisine santé pour ces personnes-là qui sont dans des hôtels sociaux, est-ce que le manque de matériel, c'est-à-dire comme tu dis, le manque de place, de cuisine, est-ce que ça les empêche justement finalement de mettre en place tout ce qu'elles apprennent à tes côtés? Bien sûr. Moi, il y a une c'est super frustrant, tu vois, ça me donne des frissons parce que... Il y a une maman que je connais très bien qui me disait, mais l'hôtel c'est juste pour poser la tête, tu peux rien faire d'autre. Et si tu as fait la cuisine dans une cuisine partagée, il faut que le stocker ce que tu as cuisiné. Et quand tu as une grosse marmite, tu as fait le riz pour 2-3 jours, et il faut le stocker, tu le mets sous le lit, tu le mets dans le coin, tu le coinces avec la valise. Alors à un moment donné, il y avait une très bonne idée, c'était, je ne sais plus qui l'avait eu, mais l'idée c'était de leur mettre à disposition des marmites norvégiennes. Tu sais, c'est des espèces de gros pouffins qui fait de la cuisson douce mais sans chauffer. C'est-à-dire qu'en fait tu as déjà pré-cuit ta cocotte, tu as déjà monté en température tes produits, et ensuite tu le mets dans cette espèce de gros couffin qui ressemble à une citrouille avec un isolant. Ça me dit quelque chose. Voilà, et qui va garder la chaleur très très longtemps et va permettre en cuisson douce qui va régresser, mijoter pendant quoi. 1 heure, 1h30, 2 heures, Ouais. et qui permet de cuire sans avoir un accès à un poste de cuisson, parce que si je fais du mijoter, il me faut une plaque pendant 1 heure, 1h30. Ben oui, mais si j'ai une plaque partagée entre plusieurs personnes, j'ai pas ce temps de cuisson. Dans la même ordre d'idée, à un moment donné, on s'était dit, tiens, il faut manger plus de légumineuses pour sa santé, ça fait partie des préconisations. Mais si on nous donne du sec, où est-ce que tu fais tremper les légumineuses la veille? Où est-ce que tu les fais gonfler? Et ensuite, une fois que tu les as fait tremper, où est-ce que tu les fais cuire? C'est long. La cuisson des pois chiches, c'est très long. La cuisson des haricots, c'est très long. Donc, c'était pas adapté, en fait. Il faut des boîtes de conserve. Des choses déjà cuites qui puissent se chauffer et se cuire facilement dans un endroit où il n'y a pas forcément l'espace pour accéder à la santé alimentaire. Et en sachant qu'il y a un truc qui m'avait toujours choqué, et ça, c'est la fondation du projet, c'est que plus tu es précaire et plus la question de l'alimentation arrive tard. Il y a l'alimentation pour vivre, pour survivre, mais la qualité alimentaire, c'est tout à la fin. D'abord, il faut un toit, d'abord, il faut que tu aies de la sécurité, ensuite que tu aies à manger en quantité suffisante, mais la qualité alimentaire, c'est vraiment et la santé, c'est le dernier pilier. Et voilà, les personnes augmentent leur risque de tomber malade. Tu gardes des liens avec toutes ces personnes que tu aides justement? Bah oui. Mais oui, Ouais. Certaines personnes, oui, bien sûr. Certaines parce que pendant l'atelier, il se passe, tu sens des connexions c'est difficile de mettre des mots, j'imagine. Oui, et puis ça va au-delà de l'outil de l'atelier cuisine, c'est-à-dire que forcément, si notre projet c'est mettre à disposition un outil de lien social, d'améliorer sa santé alimentaire, forcément il y a des amitiés, des rencontres qui se font, et des personnes que l'on continue à fréquenter longtemps. J'ai gardé des personnes que
je connaissais aux Petits Frères des Pauvres, même des bénévoles, des petits frères qui sont venus avec moi à Toc en Stock, certaines dames d'atelier qui sont venues des proches. Oui, bien sûr. Justement, tu parles des Petits Frères des Pauvres. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu m'as dit, quand on parlait du départ en fait, de Toc en Stock, tu m'as dit voilà, j'en avais marre d'enterrer des gens à qui je venais en aide. Tu m'as expliqué ça. Est-ce que tu peux m'expliquer justement, expliquer à nos auditeurs comment t'es venue l'idée de lancer Toc en Stock? Alors ça, c'est le fondement de l'association en fait. Donc moi, je suis infirmière depuis bientôt 40 ans. Et mon dernier poste, c'était cadre de santé aux Petits Frères des Pauvres. Donc mon job, c'était d'accompagner des personnes en grande précarité, donc souvent qui venaient de la rue, vers le logement. Donc des seniors, puisque les Petits Frères des Pauvres s'adresse particulièrement aux seniors. Et l'accompagnement vers la santé, quand tu as été 30 ans, 40 ans à la rue, on va dire que c'est plutôt l'accompagnement vers le soin, la maladie et la fin de vie. Donc on a eu beaucoup de décès. Je crois que j'avais compté au bout de 6-7 ans Petit Frère, 125 décès, quelque chose comme ça. Même des semaines avec plusieurs décès. Parce que quand on a vécu à la rue, et c'est ça le sujet, on a une alimentation trop oxydante. On ne mange pas d'oméga 3, on ne mange pas de fruits et légumes, on mange vite fait du lacté, dans l'urgence. Et assez ou pas? Dans le froid, en quantité plus ou moins suffisante. Il y a le problème des addictions qui se rajoutent, l'alcool, le tabac. Donc l'espérance de vie, elle est en moyenne de 63 ans. Donc si on accompagne des personnes à la rue à partir de 50 ans, l'espérance de vie est de 63 ans, on accompagne beaucoup de personnes vers le Père Lachaise. Et on en était à un point où on organisait des goûters gourmands au Père Lachaise pour faire des hommages pour 20 personnes, 25 personnes. Voilà, quelque chose qu'on a continué à faire en faisant Toc en Stock. Voilà. Donc il y a un moment donné, ça c'est pas facile. Ça a duré combien de temps les Petits Frères des Pauvres du coup? Moi je suis rentrée aux Petits Frères en 2011. Okay. Jusqu'en 2018, jusqu'à ce que je rentre à l'école de cuisine. On en reparlera. Et voilà, et au fur et à mesure des rencontres de patients, je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup de patients issus des métiers de bouche. Cuisiniers, bouchers, commis. Donc des serveurs, gens qui étaient à la rue. Et je me suis dit, mais il y a une surreprésentation des métiers de bouche et de la question de l'addiction, parce que en corrélation, il y a aussi la question de l'alcool. Et en réfléchissant, je me dis, mais tiens, en discutant avec un patient, je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai beaucoup de Toc en Stock. Et c'est resté. Et je me suis dit, tiens, si un jour je monte une asso, je l'appellerai comme ça. Parce que j'avais beaucoup de patients cuisiniers, commis, bouchers, boulangers. Mais comment tu l'expliques? C'est des métiers très difficiles. C'est des métiers physiques, très difficiles. En plus, c'était une génération, c'est la génération d'avant moi, qu'on envoyait en cuisine parce qu'ils n'étaient pas bons à l'école. Donc ils se retrouvaient soumis à des impératifs et à des heures de travail très importantes, du stress, des payes pas terribles non plus, et des grosses consommations d'alcool. Et à un moment donné, trop de stress, trop de fatigue, le vieillissement, l'alcool, la perte de l'emploi, puis la rue. D'accord, j'allais te demander finalement comment imaginer des gens de la restauration à la rue, tu vois, dans des difficultés, mais carrément à la rue. Et du coup, cette réflexion et cette discussion avec un patient qui était ancien chef, qui je pense n'avait pas fait la cuisine depuis 20 ou 30 ans, qui avait énormément de pathologies métaboliques, un CV long comme le bras. C'est-à-dire des problèmes cardiaques, des problèmes de diabète, des problèmes d'obésité, des problèmes de cholestérol. Il avait déjà fait un début d'AVC. Enfin bon, il avait tout plein de problèmes de santé. On commence à parler alimentation et je me rends compte que pour lui, le Nutella, c'est bon pour la santé, c'est des bons gras. Je me dis, ah ouais, il y a quand même un beau travail à faire là. Et du coup, on a monté la première brigade comme ça. C'est-à-dire que c'était lui mon chef. On a proposé à d'autres anciens de cuisine ou des commerces de bouche de venir avec nous. Et notre première brigade, elle s'appelle Toc en Stock. Et elle s'appelle toujours Toc en Stock. Et donc, c'était des vieux chefs qui refaisaient la cuisine et qui accompagnaient d'autres personnes en précarité vers une appropriation de sa santé alimentaire et de la cuisine. Parce que quand on a vécu dans la rue, on ne sait pas faire cuire un œuf, on ne sait pas faire cuire un steak, on n'a pas fait la cuisine depuis très longtemps, on n'a plus le goût d'eux, on a oublié,
on ne sait plus, on ne sait pas. Et on en est malade. Et ça a tellement bien marché que dans le cadre d'un plan de reconversion, j'ai décidé de rentrer à l'école de cuisine et j'ai fait l'école Ferrandi pour passer mon CAP et monter ce projet qui s'appelle Toc en Stock pour ces raisons-là. Alors, je voulais du coup y venir, effectivement, rebondir là-dessus, parce que vraiment j'ai plein de questions sur cette étape de ton parcours quand même très très importante. Je voulais simplement terminer sur la réalité de l'impact sur la santé et sur le psychique justement de toutes ces personnes que tu as aidées et que tu as vues qui ont évolué dans la restauration. Tu me disais, voilà, elle travaillait, il y avait de l'addiction, etc. Mais psychiquement, parce que c'est le sujet, c'est parler de la santé mentale aussi dans Toqué. Qu'est-ce que tu as vu en termes d'impact sur le psychique? Alors, je ne peux pas réduire ça aux personnes qui travaillaient dans les cuisines, Okay. parce que j'avais une patientèle assez large, mais on peut dire que 40%, largement 40% des personnes qu'on accompagnait avaient des troubles psychiques. Alors, est-ce qu'ils avaient des troubles psychiques que leur situation professionnelle avait aggravé et que l'addiction elle-même avait aggravé, ou le métier stressant plus l'addiction avait provoqué les troubles psychiques? Je veux dire, c'est tout un ensemble. Alors, tu me disais, donc, tu étais infirmière. Est-ce que c'était au départ une vocation? Alors, je n'aime pas ce mot. Pour moi, la vocation, c'est plutôt religieux comme terminologie, et ça s'explique, et j'ai fait mon mémoire là-dessus à l'école d'infirmière, c'est que nous avons un métier qui est descendant de celui des bonnes sœurs. C'était des religieuses initialement qui soignaient. Et il est resté cette terminologie de vocation que je réfute, parce que c'est un métier difficile, qui nécessite quand même 3 ans d'apprentissage, même je crois un petit peu plus maintenant, et qui, pour cette raison-là, je pense, reste mal payé. Parce que si c'est vocation, ça veut dire que c'est un choix presque spirituel de vouloir soigner tous les gens tous les jours. C'est très technique, ça demande des connaissances importantes, des connaissances scientifiques, des connaissances manuelles, des connaissances techniques, et c'est pas du tout une vocation, c'est un métier. Si c'est pas une vocation, Emmanuelle, mais alors pourquoi tu es devenue infirmière? C'est quand tu étais petite, tu avais déjà envie de devenir infirmière? Oui. C'était ça un peu en somme ma question. Oui, c'est vrai, c'est ça. Depuis que je suis petite, je voulais être infirmière. Pour aider les autres? En fait, pour voyager. Pour voyager. Je m'étais dit, c'est un métier dont on aura toujours besoin. Peut-être que, je ne le disais pas comme ça, j'étais enfant, mais soigner, certainement, c'était quelque chose une volonté que j'ignorais, enfin que je ne formulais pas. Mais je voulais partir, je voulais travailler dans le monde entier, et c'était un métier qui me semblait évident. À 20 ans, j'étais diplômée. C'est rapide du coup pour être... Oui, c'est rapide, c'était 3 ans après le bac. Voilà, ça s'est un petit peu rallongé maintenant les études. Non, c'était évident. Et comment ça s'est passé? Donc tu es devenue infirmière, il me semble que tu es partie en Guyane. Est-ce que tu peux me refaire un petit peu la chronologie, justement, ton parcours très riche pour le coup? Oui, donc ça fait longtemps que je travaille. Donc quand j'ai eu mon diplôme, au départ, j'avais pas trop envie de travailler. J'avais 20 ans. Donc j'étais infirmière de centre de vacances. Donc l'hiver, j'étais à la montagne et l'été, j'étais au bord de la mer. Et c'était très sympa. Et ensuite, je suis partie en Guyane. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivée à partir en Guyane? Des rencontres. C'est des rencontres, et j'avais toujours voulu faire de la médecine tropicale pour passer mon diplôme universitaire après, mais oui, travailler en milieu tropical, j'avais très très envie. Donc j'ai travaillé à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. Mais ton projet, tu avais un projet en partant justement, en sachant que tu allais en Guyane? Non, je voulais partir. Je voulais partir. Et pourquoi la Guyane alors du coup? Parce que ça représentait tout, l'aventure, c'était facile, c'était un département, ils cherchaient des infirmières, voilà, et puis je suis restée 2 ans, ouais, c'était une très très belle expérience. D'ailleurs, j'ai gardé des amis de cette époque-là. J'étais sur le fleuve, dans le dispensaire, j'avais ma pirogue. Qu'est-ce que tu faisais concrètement là-bas? On faisait tout par contre, les accouchements recousés, parce qu'on n'était que 2 dans le village où j'étais, et le médecin et une infirmière, donc moi, et donc on était 2 à faire tourner ce dispensaire qui ralliait 2-3 villages autour, donc tout ce qui était accouchement, plaies, soins courants, médecine générale, petite chirurgie, oui, tout, un peu tout.
J'imagine que du coup cette expérience, c'est quoi? C'est la première fois dans ton parcours d'infirmière où tu étais une jeune infirmière, où tu te confrontes quand même à la réalité du monde? Ah oui, à ça et à la difficulté du métier. Et laquelle? Avec très peu de Ouais, ça- matériel, avec pas un hôpital derrière. Les évacuations, c'était en hélico, hein, donc hélico, pirogue, selon parce qu'il y avait un plus gros dispensaire du fleuve, c'était le fleuve Maroni à la frontière surinaise. Voilà. Si je te pose cette question par rapport à ton expérience en Guyane, c'est que c'est pour savoir si tu penses que c'est pas une des fondations de ton énergie, de tout ce que tu mets en termes de autant physiquement d'ailleurs que mentalement dans Talk en Stock. Je sais pas. J'en sais Tu rien. sais pas? Non. Je sais pas. Je sais que ça m'a certainement structurée. Ça m'a beaucoup appris. Hein. J'avais quand même que 23 ans. Un jour, je me suis retrouvée dans un village comme ça. Le chef était malade, le médecin était absent. Et avec les tambours, il fallait que je fasse un diagnostic. Je n'étais pas médecin. Et je savais que de toute façon, il fallait faire une piqûre parce qu'une fois qu'on a fait la piqûre, c'est tout le reste très important. Parce qu'il y avait beaucoup de palus assez importants là-bas. Il y avait du palu à falciparum. Donc ça te met dans des situations où tu as intérêt à être résilient, quoi. Ça te fait grandir vite, en fait. Mais de toute façon, c'est un métier où tu es confronté rapidement à la maladie, à la saleté, à la mort. C'est des métiers qui font grandir vite. Là, ma nouvelle salariée, elle a l'âge que j'avais à l'époque, et on en parlait encore ce matin. Oui, c'est des métiers qui maturent. Parce que l'hôpital protège la société de la mort, de la maladie. Et les infirmières, on est dans les tranchées, en fait. On est tous les jours. Qu'est-ce qui te fait revenir en France? L'amour. Ah. Il n'y a que cette raison. Que tu as rencontré du coup en Guyane? Amour du lycée. On en parle ou pas? Comme Non. tu veux. On n'en parle pas. Voilà. Moi, je couperai. Alors ensuite, donc il y a la Guyane. Tu rentres en France. Qu'est-ce que tu fais? Alors attends, que je me rappelle. L'idée, c'est de cheminer Oui. vers ton engagement dans le Oui, social. Hein. bien Bien sûr, sûr, l'idée, bien c'est pas sûr. de dégrainer ton CV, t'inquiète pas. Hein. Eh ben, C'est plus de comprendre en fait ta démarche. Eh bien, j'ai entendu parler de la création du SAMU social par Xavier Emmanuelli, en fait. Et Qu'est-ce que ça t'a évoqué? eh ben, je me suis dit, c'est pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la question de la mobilité, c'était l'aller vers, et tu vois, je le pratique toujours. Donc, on était dans des petits bus la nuit à parcourir la rue de Paris avec un travailleur social et un chauffeur pour aller à la rencontre des plus précaires et faire du diagnostic de rue, de l'orientation, de l'hébergement d'urgence. Et ouais, ça m'intéressait beaucoup. J'ai travaillé 3 ans comme ça de nuit au SAMU social. Et Qu'est-ce que ça t'a appris, tant professionnellement que humainement? Qu'est-ce que ça m'a appris à ne pas avoir peur de la grande précarité, de la saleté, de l'autre, à mieux comprendre la précarité, ce que ça implique, ce que ça impacte au niveau psychique, au niveau physique, ouais, beaucoup de choses. Donc SAMU social, et ensuite comment tu Et chemines? après le SAMU social, je crois que je suis partie en Afrique. Je suis partie avec une petite ONG en Éthiopie. Je travaillais en Éthiopie pour une association à Addis Abeba qui s'occupait d'adoption d'enfants orphelins ou malades du VIH, parce que là c'était la grande période du VIH, hein, par les années 90, il y a beaucoup de décès chez les petits. C'était vraiment pas une période facile. Hein. J'étais partie la fleur au fusil, ça a été assez difficile parce qu'il y a la confrontation avec la mort de l'enfant. Et ça, c'est un peu rude pour tout le monde et pour toutes les infirmières du monde, je pense. Parce que ton état d'esprit quand tu es partie, c'était lequel? Je crois comme toute infirmière qui veut sauver le monde, hein, voilà. Et le premier jour où je suis arrivée à Addis Abeba, il y avait 2 petits cercueils comme ça. Welcome in Ethiopia. Oh yeah. Donc voilà, ça donnait le ton et la situation d'urgence dans laquelle le pays était. Et je sais pas, ça en est trop aujourd'hui.
c'était très difficile. Donc j'étais partie pour 1 an, je suis restée 6 mois et je suis rentrée. Trop dur. C'était trop dur. Trop dur. C'était trop dur. À un moment donné, je m'étais dit que j'arrêtais de faire infirmière. Finalement, j'ai trouvé un poste dans les Pyrénées. Alors attends, je te mets à te couper. Pourquoi justement tu as voulu arrêter d'être infirmière? Parce que justement, suite à cette expérience en Éthiopie, Oui, c'était fort. trop difficile. Je m'étais dit, bon, tu t'es leurré, c'est trop dur. C'est trop dur. Bon, finalement, tout ce qui tue pas rend plus fort, hein, on va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé un poste derrière qui m'a beaucoup qui m'a aidé à être résiliente, hein, où je m'occupais des enfants asthmatiques dans des maisons d'enfants dans les Pyrénées orientales. À Font-Romeu, à l'époque, il y avait beaucoup de maisons d'enfants. Et donc je faisais l'infirmière là-bas et c'était super. Je faisais du ski, je m'occupais des gamins, je faisais du ski. C'était très chouette. Qu'est-ce qui t'amène à Paris ensuite alors? Alors, après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais après ces expériences-là? Je ne retournerai pas faire infirmière dans un hôpital. L'humanitaire, c'est trop difficile. Donc, j'ai arrêté de faire infirmière et j'ai décidé de faire des cours d'écriture journalistique. Et j'ai fait quelques piges, entre autres pour le magazine de l'infirmière à l'époque. Mais bon, après, j'ai trouvé que ça ne donnait pas le même sens à son quotidien ni à sa vie. Et que l'écrit, c'était très éphémère. J'ai beaucoup d'estime pour les journalistes, il y a beaucoup de mieux que ça. Mais ça ne me suffisait pas comme moteur. Il te manquait quelque chose? C'est ça. T'étais faite pour ça? Peut-être. Et donc, du coup, Toc en Stock arrive un peu... Oh non, bien après. Bien okay. après. Après, j'ai cherché dans des domaines plutôt médico-sociaux, parce que je me suis rendu compte que j'étais plutôt une infirmière sociale. Ouais. Donc, j'avais cette expérience au SAMU social. Et je me suis tournée vers la dictologie. Donc, j'ai travaillé avec les usagers de drogue à Paris et à Nanterre, où on a développé des protocoles d'acupuncture, le protocole NADA. L'idée, c'était d'agir sur ce qu'on appelle le craving, l'envie impérieuse de consommer, et par des méthodes un peu alternatives. Parce que tout ce qui est médicamenteux, c'est très... je veux dire, les usagers maîtrisent bien les ordonnances, les produits. L'idée, c'était de leur proposer un outil qu'ils ne maîtrisaient pas et qui pouvait leur apporter justement une amélioration de leur situation de santé et de situation psychique. Et l'acupuncture, ça marche très bien. Donc, on a développé ce programme en France qui s'appelle NADA, National Acupuncture Detoxification Association, et c'est ma première asso que j'ai montée dans les années 2008-2010. Alors ensuite, au bout de plusieurs années en addictologie, un jour je me suis réveillée plus énervée que mes patients qui étaient en manque, et là je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Qu'est-ce qui se passait? J'en avais marre, je crois. J'en avais marre. Je pense qu'il y a, sur des sujets, on a un capital d'empathie et peut-être que je l'avais épuisé. Donc je me suis dit, il faut faire autre chose. Et là, j'ai postulé, j'ai trouvé ce poste au Petit Frère des Pauvres où il fallait remonter un pôle santé pour s'occuper des précaires à la rue, de plus de 50 ans. Et là, je me suis régalée. Et le parcours, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de patients issus des métiers de bouche. Tout à fait. Au bout de quelques années où j'en ai eu assez d'enterrer les patients, je me suis dit peut-être qu'on va accompagner la santé des gens de manière préventive, et l'alimentation m'a semblé juste une évidence, puisque c'est vraiment le côté faible de notre prise en charge médicale quand même en France. C'est-à-dire que si je mange n'importe comment, je voudrais avoir accès, et j'ai pas d'argent, je voudrais avoir accès à une diététicienne, et ben c'est payant. Tout à fait. Et si c'est gratuit, c'est à l'hôpital. Il faut que peut-être déjà j'ai une orientation, que je sois peut-être déjà malade. Mais qu'est-ce qu'il y a avant? Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Ce qui est étonnant, c'est que la diététique soit payante. Ça devrait être comme le kiné, ça devrait être prescrit et remboursé. Quand on voit quelqu'un qui se met à grossir, qui développe un diabète alors qu'il est trop jeune, ou des enfants très jeunes qui ont des caries partout, peut-être que cette orientation préviendrait d'autres pathologies plus graves ensuite. Il n'y a pas. Moi, je me suis rendu compte de manière très choquante avec une de mes patientes qui était âgée, diabétique, analphabète et en obésité presque morbide, que le médecin devait opérer chirurgicalement, mais il ne voulait pas opérer tant qu'elle ne perdait pas 10 kilos. Du coup, il l'envoie à la diététicienne. Délai de rendez-vous 3 mois, à l'hôpital,
on arrive enfin à trouver des bénévoles, à accompagner la dame à ce rendez-vous. Elle ressort du rendez-vous avec des feuilles de menu qu'elle ne sait pas lire. La seule chose qu'elle a compris, cette dame, c'est que tout ce qu'elle fait, c'est mal. Elle rentre chez elle, elle arrête de manger. Elle est diabétique, elle fait un malaise hypo, ça finit avec les pompiers. Le résultat de la consultation qui devait la soigner finit à l'hôpital en urgence parce que finalement, ce n'est pas du tout adapté à sa situation. Donc il y a du chaînon manquant, il manque quelque chose. Et les personnes les plus à risque, les plus fragiles, les plus malades et qui ont moins accès à une alimentation saine de qualité, ils n'ont pas l'outil. Moi, dans les hôtels où je vais, on ne voit pas de diététicienne. Dans les centres d'hébergement d'urgence, on ne voit pas de diététicienne. On voit le médecin, un généraliste, on va à l'hôpital si on a d'autres problèmes, mais il n'y a pas de diététicienne dans la boucle. Et c'est vraiment très dommageable pour leur santé. C'est pas frustrant justement de faire ce constat-là en fait, parce que c'est super paradoxal, tu vois, j'en perds mes mots parce que Oui. on marche tellement sur la tête, tu vois. Enfin, moi ce qui m'étonne c'est que quand même le père de la médecine Hippocrate a dit l'alimentation sera ton premier médicament. Qu'est-ce qu'on en fait? Et on est étonné d'être des fois toute seule sur ce sujet, alors qu'on n'est pas diététicienne, on est que infirmière. Et je comprends pas. Je comprends pas. Je suis très contente quand je vois Michel Siemens ou Jimmy Mohamed, des médecins qui se positionnent, mais ils sont pas debout sur la santé alimentaire, voilà, qui donnent des conseils grand public, parce qu'il faut vraiment... l'information grand public, elle existe, les études, elles sont faites, le programme Manger Bouger, il est super bien fait. Tout le monde connaît mangerbouger.fr. Qui a été sur le site? C'est simple, personne. Il est hyper riche, il y a des menus, il y a des informations très simples, c'est très très clair. Mais nous, dans les publics que l'on rencontre, alors c'est sûr que ce sont les plus fragiles et les plus précaires, l'information ne va jamais jusqu'à eux. Il manque quelque chose là, il manque quelque chose. Il manque un professionnel de santé. Il manque une diététicienne prise en charge avec la CMU. Il manque une information plus grand public, plus facilement accessible. Peut-être que le PNNS devrait se mettre sur TikTok, je ne sais pas. Mais il manque quelque chose pour s'adresser aux plus vulnérables, les plus à risque de développer des maladies liées à la malbouffe, on va dire. Alors, je poursuis sur ton parcours, Emmanuel. Du coup, je rebondis. C'est que toi, tu as passé ton CAP cuisine à l'école Ferrandi. Comme tu dis, c'est qu'il y a un côté paradoxal dans le milieu de la santé. Je fais le lien, c'est que toi aussi, tu voulais être cohérente dans la pédagogie, dans tes ateliers santé-cuisine. Tout à fait. En fait, donc j'ai monté mes premiers ateliers avec mes vieux chefs, au Petit Frère des Pauvres, comme je te l'ai raconté tout à l'heure. Et là, je me suis prise au jeu en fait. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Mais je sentais qu'il me manquait des compétences, les compétences de base dans une cuisine professionnelle. Je ne connais pas tout le matériel, j'ai peur de faire des bêtises, j'ai peur de ne pas savoir. Enfin voilà, l'illégitimité. Et tu avais une appétence pour la gastronomie, pardon, je te coupe, mais parce qu'on parle de la diététique, mais est-ce que tu avais une proximité? Alors j'aime bien manger. J'aime bien manger, mais j'ai toujours considéré l'alimentation comme un pilier de la santé. Depuis toujours, ça c'est pas nouveau. Mais je ne suis pas une grande cuisinière. J'ai fait quelques progrès à l'école de cuisine, mais je ne suis pas du tout... J'admire ceux qui savent faire, comme Boris Sacco, Thierry Marx, qui ont été mes chefs quand j'étais en stage au mandarin. Et en fait, je me suis prise au jeu et je me suis dit, il me manque ces outils pour monter mon propre projet. Et surtout, j'avais l'impression qu'il me manquait le CAP pour être légitime auprès des publics auxquels je m'adressais. Mais pourquoi? Parce que c'est quand même un milieu d'hommes, et entre autres, au Petit Frère, à l'époque, 80% ou 70% de notre patientèle, c'était des vieux gars, des vieux patients. Et je sentais bien qu'en cuisine, c'est pas un milieu que je connaissais. En cuisine, il fallait avoir un CV. Et il fallait avoir dit, j'ai fait telle maison, et j'ai fait telle maison. Et là, on était crédible. Et je voyais bien le petit combat de coq quand ils se rencontraient entre eux et qu'ils disaient, t'as fait quoi comme maison, toi? Et il n'y avait qu'à la réponse de ça, ou à la légitimité, ou au prestige de la maison qu'on devenait crédible. Et je me disais, mais il me faut ça. Il me faut ça. Donc j'étais partie sur le CAP. Franchement, Ferrandi, je ne connaissais pas plus que ça.
J'ai mon frère qui me dit, mais tu sais que c'est une grande école de cuisine. J'ai dit, ah bon, j'ai pris celle qui était dans le coin. Voilà, et finalement, je suis très contente d'avoir pu rentrer. On m'a soutenue, et puis je suis tombée sur des super chefs. Qu'est-ce que tu as appris là-bas, justement? Eh ben, j'ai appris pourquoi c'était un métier super difficile. On est debout toute la journée. Moi, j'étais cadre de santé qui avait 30 ans de métier. J'étais un peu assise les dernières années, même si j'allais dans les hôtels, faire des consultations à droite à gauche et tout ça. Mais la station debout, ça se réapprend. Hein. Il faut forcer son corps. Au départ, tu as mal aux jambes, tu as chaud, tu as froid, tu te coupes, tu te brûles, tu passes de la chambre froide au four. Physiquement, c'est pas rien, quoi. Hein. Moi, mes premières années de cuisine, j'ai perdu 5 kilos. Hein. C'est physique. Et en effet, il faut que le mental y suive parce que il faut gérer son temps de sommeil, son alimentation. Il y a un nécessaire équilibre. Et en plus, passer son CAP à 50 ans, c'était pas rien. Et moi, je venais d'un métier, le métier d'infirmière, où c'est un métier de femme, et je me suis retrouvée dans un métier d'homme, que je découvrais par la même occasion, qui n'est pas simple, hein, et qui n'est pas forcément bienveillant avec les vieilles femmes. On va dire ça comme ça. Si tu peux nous raconter, est-ce qu'il faut préciser donc, que tu as fait ton stage au Mandarin Oriental? Qu'est-ce qui t'a amené justement au Mandarin Oriental? Eh bien, je me suis dit que Thierry Marx, il avait cette appétence pour le social et qu'il faisait beaucoup pour l'insertion des sortants de prison, pour ceux qui n'avaient pas la même chance que les autres. C'était pas l'école de la deuxième chance, je crois qu'il a monté plusieurs... Cuisine mode d'emploi? Ouais, cuisine mode d'emploi, pour permettre à ceux qui ne peuvent pas faire un CAP ou n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens, parce que ça coûte cher un CAP, donc, de pouvoir travailler dans les métiers de la cuisine et de faire les apprentissages de base. Tout à fait. Donc j'avais beaucoup d'admiration pour ce chef. T'as envoyé ton CV, t'as envoyé un petit mot? Et comme il y a marqué Ferranti, c'était plus facile, du coup je me suis retrouvée en mandarin. Et en plus, je pouvais faire un stage en 3 façons, c'est-à-dire que ça me permettait d'aller à la fois dans un resto gastro un mois, à la fois au room service et à la fois à l'étoilé, parce qu'il y a les 3 restos dans l'hôtel parisien. Et ça faisait 3 expériences en une, donc j'avais pas beaucoup de temps. Moi, j'avais 4 mois de stage et il fallait que je fasse un tour d'horizon en 4 mois, puisque je savais que j'aurais pas d'autres occasions d'y aller et qu'à mon âge, j'allais pas faire carrière dans ce type de restaurant. Et j'imagine combien 4 mois, mais c'est quand même 4 mois intenses. Ah ouais, c'était intense. C'est-à-dire ça a été intense. Et déjà d'avoir 20 ans ou 25 ans de plus que tout le monde, physiquement, il faut suivre. Hein. Ah, physiquement, je vais te dire mentalement, ce truc où moi, ça a d'abord été la confrontation avec le physique. Donc, comme je suis infirmière, je me suis équipée tout de suite, chaussettes de contention, les chaussures adaptées, les semelles podo, voilà, pour pas trop souffrir physiquement, parce que quand même, c'est 8-10 heures debout, hein, dans des environnements bruyants, chauds, avec le stress du service. Alors après, moi, le stress du service, ça m'a jamais trop stressé, parce que il n'y a pas d'urgence vitale, quoi. Les personnes qui font un arrêt cardiaque, c'est que des carottes et c'est que des assiettes. Mais bon, il y a quand même une ambiance qui fait que même si on relativise l'urgence, il y a quand même un stress qui est assez important. Et puis surtout, la contrainte dans des espaces très petits. Finalement, on est très nombreux dans des cuisines assez petites. On a 1 mètre carré ou 2 mètres carrés chacun, avec beaucoup de petites choses à faire, très très techniques, qui demandent beaucoup de précision, où on doit être attentif à tout, tous les sens sont en éveil. Je pense que c'est ça qui fatigue aussi au bout d'un moment. Et puis, on est tellement up au niveau adrénaline, on est forcément très dynamique. Et il y a une conséquence sur le sommeil. Tu t'endors pas tout de suite, forcément, puisque justement, tu es avec un niveau d'adrénaline assez élevé qui ne permet pas de t'endormir facilement. Du coup, la récupération n'est pas facile. Alors, c'est sûr que j'ai fait certainement mon CAP 30 ans trop tard, mais en même temps, c'était ça mon histoire, et je savais aussi dès le départ que je n'allais pas travailler dans des cuisines comme ça, que physiquement je ne tiendrais jamais et que ce n'était pas ça mon projet. Mon projet, c'était vraiment créer des ateliers cuisine santé. Ce que je fais actuellement tous les jours, c'est ce que j'ai écrit il y a 5-6 ans. Je suis complètement dans le projet écrit au départ, que j'avais présenté à l'école de cuisine pour mon entrée. Juste, qu'est-ce qui a été le plus dur durant cette expérience-là? Qu'est-ce que ça t'a appris? Ce
Ce que j'ai trouvé dur, c'est travailler qu'avec des hommes jeunes, avec peu de centres d'intérêt commun, avec des échanges assez succincts et je trouve qu'il y a une certaine violence. Après, j'ai été respectée parce que j'avais l'âge de leur mère, je pense, mais j'aurais pas été aimée être jeune au même endroit. C'est trop de machisme. Voilà, c'était de la cour de récré. Voilà, parce qu'on n'avait juste pas le même âge. Alors, on n'avait pas de points communs. Après, j'ai rencontré des personnes super, comme Maurice Sacco, qui était le second à l'époque de Thierry Marx, qui m'a bien soutenu. Un jour, j'ai craqué dans les cuisines parce que c'était physiquement trop dur, qui m'a dit t'inquiète pas, qui relativisait, qui était très doué en plus. Ça ne m'étonne pas qu'il soit étoilé aujourd'hui. C'était un super second. En quoi cette expérience, elle t'a aidé pour être performante avec Toc en Stock et arriver à tes objectifs avec cette association? L'école de cuisine m'a permis d'avoir les outils pour mettre en œuvre les ateliers cuisine de manière logistique, technique et en termes de réalisation culinaire. Donc c'est plus sur le côté factuel? Oui. Ok, non, parce que je me demandais aussi d'un point de vue, tu vois, psychologique et relationnel. Oui, mais les personnes que je vois dans les ateliers ne sont pas du tout les personnes que j'ai rencontrées à l'école de cuisine. Bien sûr. Ok. Après, par contre, j'arrive à mobiliser des vieux chefs. Parce que le fait d'avoir fait ces classes, c'est un peu ça, en fait, l'école de cuisine, c'est avoir fait ces classes. C'est comme si j'avais des visas sur mon passeport. Et du coup, ça me rend légitime auprès d'eux. Ça me permet aussi si par exemple le vendredi on a fait un repas pour 40 personnes, ils me font confiance. Je peux organiser la cuisine, je peux organiser en fonction des parties, l'entrée, le plat, le dessert. Voilà, j'ai une notion de logistique, le matériel je le connais. Alors tu parles de vieux chefs, mais de vieux chefs du coup qui sont à la rue ou des vieux chefs qui... ou certains qui sont en hébergement d'urgence ou d'autres qui ont fini par être relogés ou des chefs qui ne sont pas en situation de précarité mais qui sont à la retraite et d'avoir fait mes classes à l'école de cuisine me rend légitime. Et ça t'a donné de la confiance, c'est-à-dire que ça tu te dépines pas, quoi. C'est ça, ça me permet de porter le projet. Ouais. Et de proposer aux participants à nos ateliers quelque chose de qualitatif, quelque chose de professionnel. Et attention, on vend de la santé alimentaire, je ne peux pas me permettre d'empoisonner les gens. J'ai intérêt d'être super vigilante sur les produits qu'on propose, le respect des chaînes de froid, les préconisations en termes de santé et de salubrité. On est hyper regardante, parce qu'on ne veut pas empoisonner, on a affaire à des femmes enceintes, à des enfants, et puis on vend de la santé alimentaire, on ne veut pas empoisonner les gens. Alors c'est intéressant parce que du coup tu me tends une perche, c'est-à-dire que là tu me parles de ça, en tout début de conversation tu me parlais combien il fallait avoir de l'énergie, c'est pour ça que je me suis permise de ne pas rebondir tout de suite là-dessus. On parlait aussi tout à l'heure du côté paradoxal, c'est-à-dire que l'alimentation c'est notre premier médicament, mais en même temps pour aller voir une diététicienne, ça coûte de l'argent. C'est ça. Est-ce qu'il faut avoir du mental, Emmanuel, pour monter une association et s'engager, comme je disais, contre l'injustice alimentaire, la précarité alimentaire? Bien sûr, mais je ne le ferai pas toute seule. Et je peux le faire grâce à mes sœurs. Parce que là, il y a une vraie sororité, en fait. C'est cette sororité qui m'a aidée à porter le projet. Oui, il faut du mental, mais c'est un mental que j'ai pas toute seule, en fait. Je suis soutenue par mes sœurs de manière pluriquotidienne sur ce projet en fait. Et c'est cette sororité qui fait qu'on a le mental. Parce que tout seul tu n'y arriverais pas? Ah non, c'est trop lourd. C'est trop lourd. En fait, on ne se rend pas compte. On peut monter une association rapidement, mais là maintenant on a quand même des subventions publiques, on a des salariés, donc ensuite on est employeur. Donc en termes administratifs, on n'imagine jamais dans quoi on se lance. On a un projet pratique. Moi, c'est vraiment un projet pragmatique, c'est améliorer la santé alimentaire des plus fragiles avec nos compétences de soignante et la référence au programme national de nutrition santé. Mais il y a tout le reste et tout ce qui est administratif, c'est très très lourd. Et si on veut rentrer bien dans les cases et être OK avec la réglementation, ce qui n'est pas rien,
et avec le droit du travail, et avec l'hygiène en cuisine, et avec les chaînes de froid, et avec tout ce qui est surveillance de l'alimentation. On a l'habilitation à l'aide alimentaire également. Donc tout ça, ça demande une super vigilance. Mais ça fait quand même une somme de choses, et c'est vrai qu'on peut se dire... Ça doit être usant psychiquement de devoir penser à tout, d'être sur tous les fronts. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, est-ce que c'était pas frustrant de ne pas être à 100% de son temps en fait auprès des bénéficiaires, quoi? Oui. En fait, il y a le pour, il y a le contre. Alors le pour c'est quoi et le contre c'est quoi? Alors le pour c'est que avoir une seule action pour toute une journée, je trouve ça boring. C'est ennuyeux. Je m'ennuie moi-même. Peut-être que je suis un peu hyperactive. Une seule action, c'est quoi? C'est les ateliers santé cuisine. Une seule activité, voilà, c'est le cœur de notre métier. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est dans une même journée, écrire un projet, répondre à un partenaire, participer à un copil et rencontrer des personnes pour cuisiner avec elles et qu'elles me fassent un rendu sur quelque chose qu'on a réfléchi le matin. Voilà, c'est cette espèce de mouvement autour de la santé alimentaire qui est hyper riche. On connaît beaucoup d'associations, il y a plein de projets absolument géniaux. C'est trop, parce qu'on est à Paris, on est au bon endroit. Il y a plein de projets tout le temps qui se montrent, on voudrait participer à plein de choses, mais il y a un moment donné, on est obligé de se dire, ok, ça on peut pas, ça on peut, de se limiter. Ça c'est frustrant. Il y a des moments de découragement quand même? Oui. Comme à quel moment? Où tu as préparé l'atelier, le thème, tu as prévenu l'association, tu n'arrives pas à les avoir la veille parce qu'ils sont en congé, et tu arrives, personne n'a mobilisé les personnes, et tout ça, tu as une demi-journée de préparation pour 3 personnes. Ça, c'est frustrant. Mais ça, on travaille pour trouver des solutions pour que la fois d'après, il n'y ait pas 3 personnes, mais il y ait 8 personnes, et qu'on ne se déplace pas pour rien. Et sur le moment, comment tu rebondis? Comment tu fais pour te dire non mais on y va quand même, c'est pas grave? En se disant que ce sera moins fatigant finalement 3 que 8 et que finalement les personnes qui sont là, elles auront des plus beaux paniers en partant, puisqu'il y avait 8 paniers prévus et que les 3 paniers seront beaucoup plus garnis que s'il y en avait 8. Voilà. De toute façon, tu es obligé tout le temps de métaboliser positivement, sinon c'est désespérant. Je te dis, le plus difficile sur ce projet, tu sais quoi? C'était la mobilité. C'est-à-dire que l'idée c'est d'aller vers les hôtels, dans les centres d'hébergement d'urgence, dans des endroits où il n'y a pas forcément le matériel pour faire la cuisine. Donc on amène du matériel, on amène des ingrédients, donc il y a beaucoup de logistique. Donc on a une camionnette, comme je te l'ai dit. Et le problème c'est la circulation. On a fait 80 000 km en 4 ans. Ça c'est fatigant. Donc là on a arrêté. Maintenant. On utilise les vélos cargo de Carton Plein, qui est une super asso, qui nous promène les légumes du Palais de la Femme jusque dans les hôtels pour faire le petit marché. Tout ce qui est logistique, on arrive à déposer sur chaque lieu où on va du matériel. Ça nous permet de nous rendre, nous, en transport en commun sur les lieux où on fait les ateliers cuisine et ne pas avoir de matériel à transporter. Donc on a revu et corrigé ça, parce que c'est vrai qu'on a démarré l'association très rapidement, que les projets se sont accumulés, et qu'en termes de logistique, on n'avait pas reconsidéré ce problème, et que ça, c'est un vrai soulagement, en fait, de plus circuler. C'était trop difficile. Ce qu'il y a d'usant, dis-moi Emmanuel, est-ce que c'est le fait aussi que c'est non-stop? C'est du quoi? Du lundi au dimanche? Il y a des vacances, il y a quand même... Comment tu arrives à décrocher? Parce que c'est des gens quand même qui sont dans le besoin, qui ont vraiment besoin d'aide. Oui, mais en fait, on fait tellement une petite part que de toute façon, on ne pourra pas répondre à tous les besoins. Donc ça, il faut faire le deuil d'eux. Il faut savoir faire la part des choses, se dire de toute façon, on ne sauvera pas le monde. Non. On fait notre partie, on a fait le mieux possible, de façon la plus cohérente possible. Après, en termes de droit du travail, je ne peux pas travailler du lundi au dimanche. Tout à fait. Mais tu gagnes ta vie avec Toc en Stock, il faut le dire, c'est vrai. Je suis salariée, je suis la directrice. Je pense que mon salaire est en deçà des moyennes. Ce que j'allais te dire, sans vouloir être maladroite, mais est-ce que tu vis dignement? Oui. Voilà. Non mais je sais. Bien sûr. Donc du coup, voilà, tu me disais tu es salarié, oui. Il faut aussi par moment faire des pauses. C'est ça. Et savoir prendre du recul. C'est plus difficile. C'est qu'on est 2 cadres, puisque mon ancienne infirmière, petit frère de pauvre, est devenu mon bras droit, donc Charlotte Millot. Et donc on est toutes les 2 cadres dans l'association, et on est au forfait. C'est un piège, le forfait.
C'est-à-dire que tu peux faire une journée de 3 heures ou une journée de 10 heures, mais tu fais plutôt une journée de 10 heures. Donc ça demande une discipline vraiment importante et on s'aide mutuellement à mettre des limites. C'est-à-dire qu'on se donne des heures. Le matin à 9h, on se donne les directives pour la journée, on se répartit les tâches. Est-ce qu'il y aura des bénévoles, pas des bénévoles, des courses à faire, voilà, où est-ce qu'on se rend, sur quel atelier, parce que on a un planning qui change tous les jours, même si on a des récurrences. On fait des ateliers tous les 15 jours au même endroit. On se répartit les tâches et ensuite on se met des deadlines. C'est-à-dire qu'à 19h, on arrête mail, téléphone, sinon on n'a pas de vie privée, on peut faire ça sans C'est ça, fin. en fait, il y a Sans tellement de monde Bien à sûr. aider, je me répète, que du Bien coup, sûr. où est-ce qu'on met la limite pour se dire non, mais là, il faut aussi que je pense à moi-même C'est ça. Parce pour qu'il y a- mieux aider les autres. C'est ça, exactement. Il faut se protéger soi-même en sachant que comme on tisse du lien social, eh ben, le lien social est souvent en dehors des heures travaillées. Donc ça, après, ça se... Voilà. Comment Faut tu apprendre dis à le non à gérer. quelqu'un qui t'appelle, par exemple, et qui te demande de l'aide ou qui a Pas besoin médecin d'échanges? d'urgence et c'est pas des vraies urgences. Quand on m'appelle pour le boulot, en dehors de ces heures-là, je ne réponds pas. Je délègue sur des heures. Alors tu délègues, mais est-ce que du coup, ça reste un peu dans un coin de ta tête? Bien sûr, Tu vois, parce que là, Bien on sûr. parle d'humain. bien sûr. Donc est-ce que tu arrives malgré tout à déconnecter mentalement? Maintenant, oui. Maintenant, oui, c'est quelque chose que j'ai appris. Et l'avantage de ne plus être dans la santé, c'est que, si tu veux, je ne suis plus dans les mêmes urgences, ni médicales, ni d'hébergement. Mm. C'est-à-dire que quand je partais des petits frères le vendredi et que j'avais un gars à la rue ou que j'avais un gars qui était sorti de l'hôpital prématurément, forcément, là, la charge mentale, elle était beaucoup plus importante. Parce que il y avait un risque grave pour la personne durant le week-end. Mais là, je ne pouvais rien faire. Alors que là, nous, on fait que des ateliers cuisine. Ouais. Il n'y a rien de vraiment urgent. C'est de l'aide au long cours. Voilà, on est sur on est sur un travail, on est sur du care, on est sur du préventif, on est sur du lien social. Il n'y a rien qui nécessite d'être joignable 24/24. C'est pas notre métier. Est-ce que tu as un rythme de vie, tu parlais du sommeil, je me souviens que c'était important en fait de prendre soin de soi Tout à fait. pour prendre soin des autres. On a parlé du sommeil tout à l'heure, Tout à notamment fait. dans le cadre de la restauration. Mm. Est-ce que tu fais comme ça? Tu as des petits rituels qui te permettent justement d'avoir du mental? Oui, moi je suis une grosse dormeuse, donc il faut que je dorme. C'est ça la clé? Ah oui, je pense que c'est une clé, ouais. C'est une clé, je dors 8 heures, 9 heures par nuit. Et tu arrives aussi à bien te nourrir sainement, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que du coup c'est le cordonnier mal chaussé ou Non, pas? non, j'applique ce que je dis. Parce que je vois que ça marche bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le mental et sur la façon de voir les choses, cet état d'esprit, encore une fois sous le prisme de l'aide alimentaire et en tant que directrice de Toc en Stock? Oui, peut-être une chose. Tu vois, moi j'aurais tendance à dire oui à tout. Parce que tous les projets m'intéressent et que je pense que je suis gourmande de projets. Et heureusement, on fait la paire avec ma collègue et elle m'apprend et elle m'aide à dire non. Ainsi que mes sœurs. Encore une fois, le collectif. Voilà, c'est ça, c'est le collectif. Et j'aurais jamais pu monter un projet comme ça toute seule. Tu sais, j'ai l'expérience d'infirmière libérale. J'étais remplaçante libérale quelques fois. Et le plus difficile, c'est que tu es toute seule. Tu es toute seule chez des patients qui vont pas bien, des patients âgés, des patients obèses que tu peux pas manipuler. Et ça, c'est impossible. Et moi, j'ai des anciennes collègues infirmières qui ont sombré dans l'alcool. Parce que la solitude professionnelle des infirmières libérales, on n'imagine pas. Où est-ce que ça mène? C'est la solitude combinée au fait qu'on n'a pas l'impression de pouvoir faire grand-chose, justement, ça. quand tu me parles de patients ça. obèses, que C'est tu ça. peux pas soulever, Non. tu te sens en fait inutile. Bah oui, enfin, c'est pas que tu te sens inutile, c'est que c'est très difficile à porter, dans tous les sens du terme. Toi, dans le cadre de Toc en Stock, il y a une question que je t'ai pas posée. Pour déconnecter, justement, est-ce que quand tu fermes la porte, tu arrives à te défaire finalement des histoires quand même super dures des bénéficiaires? Alors, en fait, dans ce projet Toc en Stock, les histoires, elles sont autour de la cuisine. Si tu veux, les histoires super dures, c'était ma carrière d'avant. Je me sers de mes compétences d'infirmière pour les mettre à disposition du projet et des bénéficiaires et de la santé alimentaire, mais je ne porte plus les situations médicales et les situations d'urgence sociale. Ça m'arrivait une ou deux fois de donner un petit coup de pouce ou d'orienter sur les bonnes personnes pour des choses très aiguës qui me sont venues, mais ce n'est pas un sujet qui est abordé. Je ne pose pas de questions aux gens.
Tu ne sais pas en fait Non. pourquoi ils se trouvent dans cette situation-là. Non. Alors par contre, un sujet dont on n'a pas parlé, c'est les séjours vacances. On organise des séjours cuisine santé pour les familles à l'hôtel. Et cet été, entre autres, et là la réalité revient de manière... tout à coup, on se rappelle à qui on parle. On a emmené plusieurs familles à l'hôtel qui ne partent jamais en vacances. On a eu un financement de la mairie de Paris et également des fonds propres et une participation de l'Armée du Salut. Et en partenariat avec le Palais de la Femme, on a accompagné 50 personnes, 2 séjours de 25 personnes, où tous les jours il y en avait une qui était chef, donc on avait toutes les cuisines du monde, Wow. on était au bord de la mer, c'était très, très bel endroit, très sympa. Et quand on est arrivé sur la plage avec les familles, les mamans m'ont raconté leur traversée de la Méditerranée et les personnes qu'elles avaient vues décéder autour d'elles, voir leurs incarcérations en Libye, et là, tout à coup, tu te rappelles à qui tu parles. Comment tu réponds à ça? Parce que Tu réponds pas, j'imagine qu'on t'écoutes. voilà. T'écoutes parce que qu'est-ce que tu veux répondre? Rien. Je me rappelle à ce moment-là, toutes les femmes pleuraient sur la plage. Et on était là, on regardait les vagues, les enfants, et ouais, la mer n'a pas la même signification pour tout le monde. C'est que là du coup c'est dur de rebondir pour la suite parce que c'est tellement fort quoi. Ouais. Est-ce que c'est ce genre d'échange, de lien humain qui te porte finalement et qui te convainc encore plus, même si Bien j'imagine sûr. combien tu es convaincu dans Bien tes sûr. actions, à te dire mais je sais pourquoi je fais Talk en c'est Stop sûr, quoi. C'est sûr, ça donne du sens tous les jours. Ouais, ça donne du sens. Bien sûr. C'est pas ça d'ailleurs peut-être le secret du mental, donner du sens à sa Tout à vie. fait. Tout à fait. Enfin, ça peut être un lieu commun dit comme ça fait un peu bisounours d'ailleurs. Mais... Ouais. Non mais c'est vrai, tu vois. Oui, on sait pourquoi on se lève le matin, on est contente d'y aller et j'ai pas du tout l'épuisement mental et physique que j'avais quand j'étais salariée, où tu passes des fois du temps dans des réunions inutiles au détriment de l'action. Et l'avantage d'avoir sa propre association, c'est que tu mets ce que tu as envie de mettre et tu nourris ce que tu as envie de nourrir en fait. Et c'est une source d'énergie folle. Ça te nourrit comme tu dis. Complètement. Ouais. Ça me nourrit et ça nourrit les autres. J'ai l'habitude, Emmanuel, de poser la question de savoir si tu peux me parler d'un agriculteur, d'un artisan, d'un chef, qui tu souhaites qui travaille dans le milieu alimentaire et dont tu admires la force mentale. Je vais parler de mon ancien chef, Christian Lacoste, qui était chef au Bonzor, l'hôtel des Bouillouzes, dans le département des Pyrénées-Orientales. J'ai travaillé 2 années de suite avec lui. C'est un chef extraordinaire parce qu'il n'a jamais engueulé son équipe. Et quand il y avait trop de stress ou trop de couverts, au bout de 6 mois de saison, c'est très fatigant une saison. J'ai jamais vu élever la voix et franchement, il a toute mon estime. On arrive au terme de l'enregistrement de cet épisode, Emmanuel, et je pose toujours cette question de savoir si tu peux me parler d'un sport qui représente la force mentale qu'impose justement l'engagement dans l'aide alimentaire. Eh bien, je pense au passage de relais. Oh. Parce que le passage de relais, c'est pas tout seul. Et quand on a un objectif assez court, on sait qu'il y a quelqu'un derrière qui va continuer et qui va repasser son relais à quelqu'un d'autre et qui va continuer. Et c'est la force de toute une équipe ensemble qui fait qu'on avance. Et sachant qu'à chaque partie, c'est quand même très court, il faut aller très vite. Il faut aller très vite sur chaque partie, mais on sait qu'il y a quelqu'un derrière. Et qu'il y en a plusieurs derrière. Alors là, comme je te l'ai dit, sur la fondation de l'histoire, c'est mes sœurs, à qui je dois énormément sur ce projet. Comme je te l'ai dit, je l'aurais jamais fait toute seule. Et à mon équipe salariée, Charlotte entre autres, qui est un relais juste indispensable parce qu'on ne peut pas faire seul. Et également en relais, tous les partenaires avec qui on travaille. On a énormément de partenaires extrêmement précieux. Je pense aux maraîchers de Valbio, je pense aux habitants des cités, je pense à l'équipe du Palais de la Femme, à Refugee Food avec qui on a été coloc pendant 1 ou 2 ans, avec toute l'équipe de Audrey Pulvar, la DAE, les équipes de la ville de Paris qui nous soutiennent vachement. Donc voilà, pour moi c'est du passage de relais, c'est du ensemble, c'est du en équipe. Il y a un peu un côté football, j'ai l'impression aussi, non? Le fait de passer le ballon et d'être tous ensemble juste pour arriver au... Alors, est-ce que tu fais du sport? Oui, du yoga, pas assez, mais depuis longtemps. Depuis longtemps? Et
et sans yoga, je ne tiendrais pas. C'est-à-dire comment tu as découvert le yoga et quelle est ta pratique quotidienne? Oui, j'ai une pratique quotidienne et j'ai découvert le yoga en travaillant de nuit. Je me suis aperçue que j'ai cherché un sport qui me permettrait de gérer le travail nocturne, ce qui n'est pas facile physiquement, parce que ou tu manges trop, ou tu dors pas assez, ou tu sais jamais quoi manger, tu sais jamais trop quand dormir, et finalement c'est très très fatigant physiquement. Et j'ai pensé au yoga à l'époque, donc il y a 30 et quelques années, et le yoga m'a permis de gérer justement ces planning inversé jour-nuit, la gestion des repas, et finalement je m'en suis assez bien sortie de ce travail de nuit et j'ai continué. Mais il faut en avoir de l'énergie pour se donner le courage de faire du yoga à 3h du matin. Alors je ne faisais pas à 3h du matin. Ah, parce que tu dis de nuit, alors du coup non, je travaillais de nuit. Oui. C'est-à-dire que moi je rentrais, il était 5-6 heures, ok. Je faisais ma nuit et ensuite je faisais du yoga. Mais t'allais pas te coucher? Attends, pardon. Je faisais ma nuit. Je faisais ma nuit. Donc à l'époque au SAMU, on arrivait à 20h, on partait à 5h. Le temps que tu rentres, il est 6h. Je dormais tout de suite parce qu'il faut se coucher tant qu'il fait nuit. Sinon, tu as la mélatonine, donc tu ne peux pas dormir. Donc il faut se coucher tout de suite. Et après, quand je me réveillais, je petit déjeuner, j'inversais ma journée en fait. Et là, je faisais du yoga. Et le yoga m'a permis de maintenir mon poids, mon état de sommeil et ma gestion de la fatigue. Et franchement, c'était même une très bonne période. J'ai beaucoup apprécié et ça a été un super outil quotidien que j'ai gardé. Oui, c'est ça. Et encore aujourd'hui, tu trouves que ça t'aide justement dans tout ce que tu as fait? Oui, parce qu'on a parlé cuisine, on a parlé santé, on a parlé état mental, mais on n'a pas parlé état physique. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup de logistique. On porte beaucoup des caisses de légumes, beaucoup de caisses de matériel. On range, on nettoie. C'est physique, notre affaire. Et voilà, donc il faut que le dos soit en bon état et pour diminuer les risques d'accidents professionnels. Merci beaucoup, vraiment Emmanuelle, sincèrement, merci pour ton accueil, pour la cuisine, et vraiment l'accueil de la maison Bakita. On n'a pas dit où on était, maison Bakita, donc la maison qui accueille des exilés, avec une super équipe et plusieurs associations également, les captifs de la libération, l'armée du salut et d'autres activités multiples, des cours de français langue étrangère, entre autres. Et c'est ici donc que tu donnes tes ateliers santé-cuisine? Entre autres, 2 fois par mois, et c'est également ici que nous avons notre bureau maintenant. Merci beaucoup Emmanuelle, vraiment merci pour ton engagement, ta gentillesse. Et vraiment tu es adorable. Enfin, vraiment c'est une vraie rencontre. Merci beaucoup Emmanuelle, merci vraiment. Bérangère.